Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, nous allons ouvrir un dossier spécial et nous allons parler de la société toxique. A tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Prisca du Cœur Joli, bonjour et merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonjour, merci à vous. Alors vous avez publié un livre, La société toxique, aux éditions Respublica. Respublica, voilà. Pourquoi avoir écrit ce livre? Quelles ont été vos motivations? Écoutez, j'ai travaillé pendant 7 ans dans la presse dite conventionnelle, donc dans un journal de presse quotidienne régionale, et j'avais beaucoup de sujets qui me tenaient à cœur et que je n'ai malheureusement pas pu faire passer pour des raisons qui tiennent... peut-être des fois à cause de l'autocensure, peut-être des fois à cause de l'agenda de l'AFP qui est toujours très fourni. C'est des sujets qui me tenaient à cœur et qui malheureusement n'ont jamais retenu l'attention de la rédaction. C'est un peu une petite revanche personnelle sur ce que j'estime être le droit de l'information aujourd'hui en France sur des sujets qui me semblent de première importance. Par exemple? Par exemple, sur la santé, il y a beaucoup de choses à dire sur le système médical actuel. Moi, j'ai une formation de naturopathe et c'est vrai que je suis un petit peu attristée par la façon dont on soigne les gens aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses très positives dans la médecine. Malheureusement, elle est assez dogmatique. Elle exclut toute autre forme de façon de se soigner. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais montrer aux lecteurs, c'est que il faut pas être désespéré quand on a du mal à être en bonne santé. Il existe plein d'autres solutions. Il faut par contre chercher par soi-même parce qu'on a du mal malheureusement à trouver cette information dans les médias classiques. Voilà, donc moi j'ai voulu faire un livre pour montrer qu'il y avait beaucoup de solutions à la portée des gens, que ce soit en matière d'alimentation, en matière de santé et aussi en matière d'information, notamment grâce à Internet, puis grâce à quelques radios qui, si on choisit bien ces émissions, permettent d'accéder à une information peut-être pas complète, mais qui va donner au moins des pistes. Voilà. Au niveau de la santé, vous ne pensez pas que la médecine allopathique et homéopathique devrait se serrer les coudes? Alors voilà, ça c'est bien dommage. C'est vrai que on a l'impression, c'est vrai que depuis mon point de vue de naturopathe, j'ai exercé mais très rapidement. J'avais l'impression d'avoir une certaine défiance vis-à-vis du corps médical, défiance aussi vis-à-vis de certaines populations en général qui est un peu parasitée par le discours ambiant assez dogmatique. Nous, ce qu'on aimerait dans les médecines douces, c'est avoir un peu plus de soutien avec les médecins, travailler en collaboration avec eux, puisque finalement l'homéopathie, la naturopathie, c'est vraiment le domaine de la prévention. On n'intervient pas sur des choses graves, lourdes du domaine de l'aigu. On n'intervient pas en chirurgie, évidemment. En revanche, dès qu'il s'agit d'apprendre aux gens à bien s'alimenter, d'avoir un comportement responsable en matière de santé, on est là. Mais on est totalement court-circuité par peut-être... par les médias, l'Académie de médecine, le corps médical dans son ensemble qui a un petit peu de mal à reconnaître qu'on puisse apporter quelque chose. Alors vous parlez des journalistes comme des fonctionnaires de l'info et vous dites que c'est un lavage cathodique du cerveau. Fonctionnaire de l'info, c'est ce que j'ai pu constater. C'est vrai qu'il faut reconnaître que les journalistes, malheureusement, ont de plus en plus les fesses vissées sur leur chaise. Ils croulent sous l'information parce que le monde va très vite. Est-ce que c'est le monde qui va plus vite ou est-ce que c'est les informations qu'on reçoit qui sont plus nombreuses? En tout cas, en tant que journaliste, on a toujours envie de tout traiter et on a du mal à faire des choix. Résultat, on grappille un peu partout, on suit un peu l'air ambiant, on regarde où le vent souffle et malheureusement il reste plus grand chose en substance. Alors le problème du journaliste aujourd'hui, il fonctionne dans l'info. Pourquoi? Parce
il est obligé de suivre le mouvement ambiant, il manque totalement d'autonomie, c'est un exécutant. Il y a des fonctionnaires qui sont de très bons exécutants et c'est le métier de fonctionnaire est en soi, c'est pas une critique. Par contre, quand on fait du journalisme, je pense pas qu'on soit dans le domaine du fonctionnariat, on est dans le domaine de l'initiative, de la prise de position, de la prise de décision, de la hiérarchie de l'information, donc on a un travail entre guillemets de cadre. Alors voilà, malheureusement aujourd'hui, on suit le mouvement ambiant, voilà. C'est pour ça que je pense qu'on est devenu un peu fonctionnaire. Alors beaucoup de nos auditeurs nous parlent en regardant les journaux télévisés de la messe du 20h justement. Est-ce que vous ne pensez pas que l'information est tronquée, dirigée ? Tout à fait. Moi, je pense que dire la messe du 20h, c'est symptomatique pour garder un peu la métaphore filée de la santé que j'ai filée tout au long de cet ouvrage. Effectivement, c'est un peu la bonne parole, voilà. Après, on peut discuter sur certains points, ça donne matière à débat, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on nous donne à discuter finalement un certain nombre de sujets, et au-delà, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui existe. Donc effectivement, la bonne parole des journalistes, mais vous savez, les journalistes, ils relaient surtout la bonne parole qui leur est donnée. Bien sûr. Et c'est savoir qui donne cette bonne parole, c'est ça qui est intéressant, et pourquoi on l'accepte en tant que journaliste. Alors on reçoit généralement une information qui est complètement aseptisée. Aseptisée, je trouve que le mot est tout à fait bien choisi, encore dans le domaine de la santé, et c'est amusant de voir finalement que tous ces systèmes se parlent les uns avec les autres. On est un corps humain, on est un corps social, et dans cette information aseptisée, sans microbes. Attendez quand même, aseptisée, quand on voit l'horreur, certaines horreurs qu'on nous délivre à la télé et qui là sont pour le coup vraiment très pathogènes, je pense qu'il y a certaines informations qui sont de véritables bactéries, les bombardements, les massacres qui sont livrés comme ça à 20h avec les gosses qui regardent, je sais pas, je suis assez choquée quand même par ça. Et après, sur le terrain aseptisé, elle est, disons que je dirais aussi édulcorée, parce que ce que j'écris un petit peu dans mon ouvrage, c'est que comme ça va très très vite, on nous donne un peu du lait écrémé qui est pas trop, qui est bien pensant, voilà, en ce sens on peut dire aseptisé de toute contradiction. Et finalement de ce lait écrémé, quelque part il y a du beurre qui existe, mais c'est pas pour le grand public. Je pense que ça reste de connivence entre justement les gens qui délivrent l'information, qui ne peuvent pas tout dire, et les personnes qui la donnent, qui la délivrent, par exemple le monde politique, le monde économique. Et c'est un moyen de contrôler les citoyens. Voilà, contrôle, moi je dirais pas forcément une volonté de contrôler, un moyen, je pense que ça satisfait certaines personnes qui sont aux commandes. Moi je suis pas du tout dans les théories du grand complot, je pense que finalement ce qui nous donne l'impression d'être contrôlé, c'est parce qu'on a plus l'énergie de réagir aux informations qui nous sont délivrées. Mais l'information elle-même est un moyen de contrôler ce qu'on nous donne à penser, mais le vrai contrôle, je pense qu'il réside un peu dans l'abrutissement généralisé que subissent les gens, à la fois par une surmédicalisation, donc c'est un abrutissement chimique, et aussi une alimentation qui est dépourvue de tout nutriment, justement de choses essentielles qui nous permettraient justement d'être en bonne santé, d'avoir un esprit critique plus aiguisé, parce que l'alimentation ça joue sur l'esprit, comme je dis aussi dans mon livre que les croyances jouent sur nos comportements déviants. C'est un va-et-vient continu entre la pensée et le corps. Et voilà, si abrutissement il est à la fois du fait des médias, du fait de la pensée, mais aussi un abrutissement chimique qui nous empêche justement d'avoir un bon esprit critique. Mais aujourd'hui, de plus en plus, d'ailleurs, les auditeurs nous le disent, qu'ils ont vraiment plus confiance aux médias en général, et qu'ils ont l'impression d'être vraiment manipulés. Oui, mais quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai voulu me placer aussi du point de vue de ces citoyens. En tant que journaliste, c'est vrai que j'avais beaucoup cette critique. Effectivement, on a le sentiment d'être manipulé. Les gens, il y a une crise de confiance vis-à-vis des médias, mais qui est réelle. Si la presse perd vraiment des lecteurs aujourd'hui, je pense que c'est parce que les gens n'y croient plus. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de supports, que ce soit la télé, la radio, les supports papier, les magazines. C'est pas parce qu'ils sont plus nombreux. C'est parce que les gens n'ont plus confiance et n'ont plus envie de lire ça. Voilà. Quand je travaillais dans ce journal de presse quotidienne régionale, les ventes étaient en chute régulière. On a beau faire des formules et des nouvelles formules, souvent on refait les papiers cadeaux, mais dans le fond, c'est toujours des choses, effectivement, comme vous dites, assez aseptisées, très filtrées, et voilà.
et ça correspond pas à la réalité des gens. Un peu comme on dit que le politicien ne sait plus le prix du ticket de métro, je crois que le journaliste, justement, un peu fonctionnaire de l'info, ne va plus sur le terrain, ne rencontre plus vraiment les gens. Il est dans une espèce de bulle médiatique liée à l'AFP, liée au système, l'AFP ou autre, les conférences de presse, les agendas, voilà. Mais ça correspond plus du tout aux gens, donc effectivement, les vraies infos, donc les gens vont les chercher où? Ils vont les chercher sur Internet, ils découvrent une autre réalité, un autre monde avec ses écueils aussi, parce qu'il y a beaucoup d'intox aussi sur Internet. Voilà, le citoyen est complètement livré à lui-même aujourd'hui. Il faut savoir faire un tri sur Internet, attention. Obligatoirement, et c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a de tout, et qui fait ce tri aujourd'hui sur Internet? Puisque les informations un peu fallacieuses, toxiques, qui circulent aussi sur Internet ne sont pas prises en main par les journalistes, les médias, les professionnels de l'info, voilà, il y a tout un tas de gens qui s'improvisent journalistes. Bon, Agoravox, c'est très bien, il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés, il suffit de voir un peu les discours après qui suivent les articles. Le français moyen, finalement, a du mal aussi à s'en sortir. Il aurait besoin d'informations, de journalistes de confiance. Mais ils sont où aujourd'hui? Alors pour en venir à certaines rédactions des télés nationales, on ne va pas citer lesquelles, certaines personnes nous disent, pour divers sujets, ne parlez pas de ça, dites ça comme ça, ne parlez surtout pas de telle ou telle chose. Là, on est quand même dans la censure. Voilà, il y a une censure. Est-ce que c'est une censure ou une autocensure? La limite est très floue. Moi, si vous voulez, maintenant, je travaille dans un magazine complètement différent qui beaucoup plus alternatif, et quand j'interviewe les gens, ils me disent qu'effectivement quand ils ont des interviews avec d'autres médias un peu plus conventionnels, ils me racontent ça justement, que les journalistes eux-mêmes ne peuvent pas aborder certains sujets avec eux parce que il y a une hiérarchie au-dessus qui risque un peu de leur taper sur les doigts, et il y a une espèce aussi de choses que le journaliste n'ose pas aborder parce qu'il veut pas mettre les pieds dans le plat. Finalement, le journaliste aujourd'hui est très mou, il veut pas trop faire de vagues, il suit un peu le mouvement. Le mouvement, il n'a pas tellement envie d'être un précurseur en termes d'information. Et c'est là où, si vous voulez, la notion du scoop aujourd'hui, elle a plus de sens. Le scoop, c'est qu'est-ce qu'a dit Nicolas Sarkozy? C'est moi qui l'ai dit en premier. Ah bah voilà, on est bien content du scoop. Mais le vrai scoop, la vraie info, la vraie chose qui va intéresser les gens, celle-là, on a beaucoup de mal à la trouver. Alors justement, à ce propos, comme certains auditeurs, comme certaines personnes que l'on rencontre dans la rue, nous parlent de l'omniprésence du président à la télévision. Oui. Quelque part, ça aussi, c'est une manière de manipuler. Et tout à fait. J'explique dans la première partie du livre que Nicolas Sarkozy, il est très fort parce qu'il utilise les 4 parties de son cerveau. Le cerveau est divisé en plusieurs parties. Il y en a une qui est celui un peu du stratège, de celui qui voit plus loin, du visionnaire. Mais c'est aussi cette partie du cerveau qui est le cerveau droit. Voilà. Il est commun aussi aux grands sociologues, aux grands philosophes, aux grands penseurs. Mais les journalistes aujourd'hui n'ont pas ça. Ils n'utilisent pas toute leur faculté corticale, si je puis dire. Ils sont très suiveurs et finalement le côté anticipation, pourquoi je vais traiter cette information? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire aux gens aujourd'hui? Qu'est-ce que le lecteur attend vraiment? Bon, le journaliste n'a plus le temps de se poser ces questions. Par contre, Nicolas Sarkozy, il avait un conseiller en communication autour de lui qui lui disent voilà quel est l'air du temps, etc. Et il balade les journalistes, mais avec un pouvoir, une puissance incroyable. Le journaliste qui le suit à Hong Kong ou qui le suit, je sais pas, dans tous ses déplacements, il va tendre le micro à l'affût de la petite phrase, mais il se pose même pas la question de savoir qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi on va reparler encore une fois de Sarkozy à la télévision. On a bien l'impression que de toute façon, il veut occuper l'espace médiatique, c'est clair. Et il veut occuper l'espace médiatique puisque plus on est visible, normalement c'est une règle, plus on est sympathique aux yeux des gens. Bon, après il peut y avoir un sentiment de lassitude, donc là je pense qu'il faut, ça se joue finement, mais ça c'est l'affaire des chargés de communication de Nicolas Sarkozy. Mais c'est vrai que l'omniprésence présidentielle, bon, lui il fait son travail, il veut se montrer. En presse quotidienne régionale, on a le même problème avec les huiles locales qui veulent être sur les photos des inaugurations. C'est exactement le même principe. Après, est-ce qu'on leur donne ce plaisir, encore une fois, d'être en photo, ou est-ce qu'on va traiter d'un autre sujet? Sauf que là, pour le cas Sarkozy, c'est quand même assez récurrent.
Ah ben c'est très récurrent, donc si vous voulez, je pense que là les journalistes oublient un petit peu de se demander pourquoi ils font tout ça, parce que bon, Sarkozy quand même, il n'est pas entièrement responsable de son apparition médiatique. Qui décide, c'est bien les rédactions quand même, au final. Alors pourquoi donne-t-elle autant de place à Nicolas Sarkozy? Il faut leur poser la question. Hein. Oui et non, hein. On s'aperçoit quand même que la télévision, surtout France Télévisions, est quand même assez contrôlée. Ben, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites têtes qui... Oui, il y a eu des remaniements, voilà. Tout à fait. Voilà, donc effectivement, ça c'est assez dangereux. Hein. Et quand on regarde bien un peu il n'y a pas qu'une histoire de nommer le président de France Télévisions, hein, c'est plus profond que ça. Hein. Il y a une réelle consanguinité médiatique entre les médias eux-mêmes, privés aussi, et qui sont possédés par plusieurs groupes, hein, qui eux-mêmes ont des passerelles dans leur conseil d'administration, ils ont des participations. Finalement, ça fait une espèce de gros monstre qui est un monstre unique, voilà, mais qui est dirigé par plusieurs, par des gros groupes économiques qui ont tout intérêt à posséder les médias. On a un système, on critique beaucoup en France le système à la Berlusconi, c'est exactement pareil en France. Hein. Alors comment faire pour se libérer de cette emprise médiatique et retrouver quand même quelque part une bonne information, une information juste, et surtout garder son sens critique? Exactement, c'est la réponse, elle peut être radicale pour certaines personnes, ça peut être couper le poste. Hein. On peut se faire des petites cures de détox, hein. Des fois de temps en temps c'est pas interdit de couper, de voir ce que ça fait de s'extraire momentanément de l'information qu'on nous matraque. De toute façon, faut pas se le récit, un truc très important, ça nous reviendra aux oreilles, hein, ça c'est sûr. Tout à fait. Mais la plupart du temps, on rate pas grand-chose. Hein. Regardez, il y a beaucoup de vide qui circulent sur ces informations. Hein. C'est souvent des choses qui se répètent. Donc, on peut couper une fois de temps en temps son poste. On peut aussi faire un travail de sélection. C'est pas interdit de choisir les émissions qu'on a envie de regarder, plutôt que d'allumer un peu machinalement la radio. Voilà, on peut essayer de démarrer le matin sans avoir écouté les infos pour voir ce que ça fait, de partir un peu vierge, l'esprit vierge au travail, comme je le faisais moi-même quand j'étais dans la presse conventionnelle. Mais après, je pense qu'il faut aussi faire une démarche donc non passive, c'est-à-dire cette fois-ci active, c'est-à-dire aller chercher soi-même des informations. Elles sont sur Internet, donc la difficulté, c'est ce qu'on disait l'autre jour, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, elles sont un peu noyées dans la masse. En revanche, ça va quand même aiguiser notre esprit critique. Voilà, on n'est pas obligé de tout gober, ça voilà, c'est sûr. C'est ce que j'allais dire, et surtout ne pas croire n'importe quoi. Voilà, il vaut mieux être dans le doute que devenir un fervent partisan de telle ou telle hypothèse, théorie. Restons dans le doute, restons prudents, et puis surtout, laissons la porte ouverte à notre esprit critique sur différentes options. Voilà. Et regardons si une information est plutôt bénéfique pour nous en termes de santé, en termes de vision du monde, de vision de la vie. Est-ce que ça participe à mon bonheur? Est-ce que ça me donne envie de continuer à vivre comme j'ai envie de vivre? Est-ce que ça me donne des solutions pour améliorer les problèmes que je rencontre au quotidien? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est porteur pour moi, ou est-ce que c'est quelque chose qui m'enferme et qui me bloque, qui me déprime? Voilà. Ça, on a le droit quand même aussi de dire non aux informations déprimantes. On n'est pas obligé de les subir. Alors Prisca du Cœur Joli, est-ce que vous auriez un message particulier adressé à nos auditeurs? Oui, bien sûr. C'est leur dire tout simplement... Ouvrez grand les yeux, soyez conscients. Voilà, moi je crois que le plus important, au-delà de toutes les informations toxiques qui nous arrivent, la malbouffe, la surmédicalisation, il faut être simplement conscient. Voilà, regardez ce qui nous arrive, regardez, essayez d'être à l'écoute de ce qu'on voit. Et parce que souvent, la plupart du temps, on vit un peu la tête dans le guidon comme ça. Non, c'est sûr. Simplement regarder. Ressentir, quand on écoute les informations, par exemple, se demander si est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Tiens, voilà, on me dit ça. Tiens, je reçois ça. Qu'est-ce que ça me fait? Ah, ça m'énerve. Voilà, être conscient, être à l'écoute de tout ça. Et il y a beaucoup de choses qui changent à partir de là. Alors, est-ce que vous avez prévu des séances de signature, notamment dans nos régions, dans le sud de la France, par exemple? Non, j'ai pas encore eu le temps de regarder ça. Je sais que vous êtes du côté de Nice, il me semble. Nous, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, voilà. Moi, je sais... Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai quelque chose de prévu du côté de Marseille. Ça, oui, c'est par chez nous, oui, tout à fait. 17 ans, je participerai au Forum des entrepreneurs, 10e Forum des entrepreneurs organisé par le MEDEF. Vous voyez comme quoi, on a beau dire que la société est toxique. Bon,
Vous savez, il faut pas vivre dans un monde bipolaire. Il y a du bon de partout. Voilà. Donc, et souvent dans ma petite carrière de journaliste, j'ai eu beaucoup de positifs auprès de gens soi-disant méchants capitalistes. Ne soyons pas manichéens. Voilà. Ouais, donc je répondrai volontiers à l'invitation du MEDEF à Marseille. Et sinon, je compte aller faire une dédicace à Toulouse, mais j'ai pas encore de date. On vous attend. Prisca du Cœur Joli, donc la Société Toxique, et c'est les éditions Respublica. Voilà, merci beaucoup. Merci, à très bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. À bientôt, merci à vous. Au revoir. Au revoir. À très bientôt pour un autre dossier spécial. Donc, Prisca du Cœur Joli, la Société Toxique, et c'est les éditions Respublica. À très bientôt sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.